Bien, bonjour, Marc Vétrénaud. Nous sommes donc le 15 décembre 2021 et vous avez eu la gentillesse d'accepter de vous prêter à cet entretien qui va trouver place dans les archives orales de l'université, cette université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, où vous avez passé une grande partie et de votre vie et de votre carrière professionnelle. Alors, vous me disiez tout à l'heure que vous étiez arrivé à l'université en 1978. Est-ce que je peux vous demander quelle était votre formation antérieure et si vous aviez une expérience professionnelle avant d'entrer dans l'université? Oui, tout à fait. Donc, j'ai fait des études supérieures et puis je me suis arrêté au DEA un DEA de communication. Fort de cela, en ce qui concerne ma carrière, j'ai commencé à travailler au service des transports automobiles municipaux et je gérais un service de contentieux. Au bout de 2 ans, j'avoue que je tournais un peu en rond et, comme d'habitude, c'est les hasards de la vie qui m'ont fait changer de voie. J'avais un ami qui travaillait au rectorat des académies Paris, Versailles, Créteil, et il m'a demandé de venir pour monter un service qui était un service de recrutement pour les personnels administratifs et enseignants. Donc, en clair, c'était quasiment un bureau d'emploi de personnel, je dirais, Une sorte de ce qu'on vacataire. n'appelait pas Voilà. encore un DRH. Comme ça avait très bien marché, j'ai eu la chance de partir avec un monsieur pour qui j'ai eu beaucoup d'estime, qui est Jacques Le Sieur, qui était secrétaire général de l'Académie. Alors, lui, c'était de Paris, puisqu'il y avait les 3 rectorats qui existaient, et qui m'a proposé de partir aux Antilles avec lui pour monter le rectorat Antilles-Guyane. Ah, d'accord. Là, ça a été une période extrêmement heureuse parce que monter une administration, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, quoi qu'on en pense, avec tout ce que cela comporte. Et au bout de 2 ans, j'avoue que je tournais un peu en rond et je tairai le nom du ministre. Je suis retourné, si j'ose dire, en métropole pour me retrouver. À l'époque, ça n'était pas le ministère des universités, mais le secrétariat d'État aux universités. Et j'ai fait une rapide incursion dans un cabinet. Fort de cela, le ministre a sauté et j'ai été affecté au service des équipements. Et c'est là où j'ai commencé à m'intéresser réellement au bâtiment. On était en pleine période de reconstruction universitaire. Enfin, on arrivait sur la fin des reconstructions universitaires. Et j'ai rencontré au cours d'une séance Madame Arveller qui m'a proposé de la suivre à Paris 1 en 1978. Donc, fort de cela, j'ai accepté, c'était tout nouveau pour moi. Et elle m'a, dans un premier temps, demandé ce que je voulais faire. Et honnêtement, je ne connaissais pas les arcanes de l'université. Il m'a semblé que ce qui était probablement le plus intéressant et la meilleure façon d'appréhender le monde de l'enseignement, c'était de reprendre en main des plannings. J'ai donc fait 2 ans de planning et avec des objectifs très précis qui étaient en fait de faire en sorte que les étudiants se promènent le moins possible à travers les centres, que les enseignants, de la même façon, se promènent le moins possible, et surtout un maximum de temps d'enseignement et non pas de déplacement. Fort de cela, ça a très bien marché. À l'époque, donc, les plannings s'opéraient directement avec les directeurs du FR, ce qui était beaucoup plus simple parce que ils pouvaient dire ce qu'ils souhaitaient et en fonction de ça, organiser un planning tel que les nécessités d'enseignement s'avéraient être, pour eux en tout cas, indispensables. Et donc on s'arrangeait avec les directeurs du FR pour faire en sorte qu'un étudiant puisse se libérer totalement au moins une journée par semaine parce qu'il n'y avait déjà pas de place, je dirais, ou suffisamment de place pour accueillir tout le monde en même temps. Et donc, chaque UFR faisait le sacrifice d'une journée d'enseignement de façon à ce que les étudiants aillent en bibliothèque et qu'on puisse libérer des mètres carrés pour l'enseignement à côté de ça. Donc au bout d'1 an et demi, comme ça marchait, Madame Arveller m'a demandé de prendre la tête de la
à l'époque, ça s'appelait non pas la DL ou la D, je ne sais plus exactement. Les noms qui sont donnés actuellement, c'était en fait la division des constructions, des équipements et de la logistique. Ça avait un avantage, c'était de concentrer tous les moyens entre une main et de faire en sorte que ces moyens soient réellement mis à la disposition du corps enseignant et des chercheurs. Alors, je vous dirais que fondamentalement... Je vous interromps avant que vous lanciez dans votre domaine qui vous est évidemment propre et le plus familier. À quoi ressemble Paris 1 au moment où vous arrivez, donc pendant la présidence de Madame Arveiller? C'est une université assez jeune, elle a 7 ans. Quelle image en conservez-vous? Alors, j'en conserve une image, je dirais, de structure complètement éclatée, de gens qui sont, je dirais, pour certains perdus. Je prends des gens comme les gens qui vivent à Saint-Charles. On a l'impression que Saint-Charles est une unité qui n'existe quasiment pas, dans la mesure où les moyens de transport ne permettent pas une liaison réelle. Et ça, c'est une des choses que j'ai appris dans ma vie, c'est que je crois avoir fait des erreurs. Alors, je vais commencer par mes erreurs. Il n'y a rien de pire que de faire en sorte que les enseignants ne se rencontrent pas. Et ça, je m'en suis aperçu, notamment lorsque on a, grâce à M. Gégouzeau notamment, monté le centre de la MSE, donc, où les économistes ont été scindés avec des mathématiciens et des économistes d'un côté, et avant, ils rencontraient les juristes chez nous, et cette rencontre était, je dirais, fructueuse. Parce que dans les couloirs, on en fait, si j'ose dire, quasiment autant que dans une salle de cours ou dans un centre de recherche. Eh bien, nombreux sont les enseignants qui m'ont dit maintenant, j'ai des difficultés à rencontrer mes collègues et je me sens un peu frustré de ne pas avoir le temps nécessaire pour pouvoir effectivement mener ce type de rencontre. Donc, je me suis dit là, fragmenter les unités n'était pas forcément la meilleure des solutions. Et c'est vrai que notre université a souffert et continue, à mon avis, de souffrir de sa dispersion à travers les différentes implantations. Alors, il y a 18 implantations au moment où Paris 1 est créé, en 1971. Aujourd'hui, il y en a 25. Comment expliquez-vous que ce fractionnement n'ait jamais pu être réduit et demeure, comme vous le dites très bien, l'une des difficultés majeures de l'université? Alors, je dirais que la préoccupation de tous les présidents d'université a été la même. Ça a été la recherche du mètre carré, d'abord. Parce que le manque de mètres carrés empêchait les innovations pédagogiques, presque. Parce que ça devenait très compliqué de faire voter des innovations pédagogiques et de ne pas pouvoir finalement les mettre en place tout de suite. Et j'ai passé une bonne partie de mon temps sur le plan patrimonial à chercher du mètre carré. Le problème, c'est qu'à Paris, pour trouver des mètres carrés, eh bien, je dirais, passez-moi l'expression, il faut se lever de bonne heure. Et quand on trouvait 1000 mètres carrés quelque part, je prenais l'exemple de la rue Valette d'ailleurs, je pense que ça a été une erreur de lâcher la rue de Valette parce que c'était très près du Panthéon, très près de... Enfin, ça ne me regarde pas, ça, c'est un autre aspect politique. Mais je dirais que trouver 1000 mètres carrés quelque part, c'était une catastrophe. C'est ce qui m'a conduit pendant une période à réfléchir à des solutions, je dirais, de politique, même si c'était, encore une fois, une question qui n'était pas forcément très favorable, mais à avoir ce que j'appelle la politique du vieux campeur. C'est-à-dire que je m'étais dit que si on sortait des centres de recherche, qu'on pouvait les mettre dans des unités qui faisaient 100 ou 150 mètres carrés, plus faciles à trouver, ça ne gênait pas la pédagogie au sens où les mètres carrés récupérés devenaient des mètres carrés pédagogiques et ça permettait à des chercheurs de vivre ensemble sur un secteur de 100-150 mètres carrés où on pouvait mettre une bibliothèque, des bureaux et faire en sorte qu'il y ait quasiment une vie de recherche au sein d'une unité qu'on pouvait maîtriser, parce que ça n'était pas très compliqué, y compris sur le plan logistique, parce qu'il suffisait de nettoyer tous les jours les bureaux, de donner à chaque enseignant la liberté d'accéder avec une clé. Et donc, ça a été la recherche de boutique. Et d'ailleurs,
à cet égard, pour créer quelques mètres carrés en Sorbonne. J'en ai créé un paquet, je peux vous les détailler, mais je dirais que vous allez être sensible à ça. À l'époque, il y avait perdu au cœur de la Sorbonne, je ne sais pas si vous avez connu ça ou pas, mais le service des publications de la Sorbonne, dont vous parliez hier. Le service des publications de la Sorbonne, c'était quelques bureaux perdus au milieu de la Sorbonne, et il n'y avait absolument pas, pour les non-initiés, la capacité de retrouver les publications de la Sorbonne. Donc, il m'est venu l'idée, justement, de faire acheter une boutique, là où vous avez la boutique qui est implantée à l'heure actuelle, rue Saint-Jacques, et en même temps, compte tenu du fait qu'on avait quelques mètres carrés de disponibles à donc la maison des la MSE, donc la maison des sciences économiques, de consacrer une partie des sous-sols en parking qui était inutilisé pour pouvoir stocker les ouvrages qui étaient en publication. Donc on avait pignon sur rue et ça permettait de dégager des mètres carrés dans le cœur de la Sorbonne. Mais à ce point de vue-là, je dirais que je peux vous citer tout ce que vous voulez. Je crois qu'il n'y a pas un seul bâtiment, c'est peut-être très immodeste de ma part, où je n'ai pas complètement ou partiellement restructuré les bâtiments. Alors il y a en effet, au moment où vous présidez longuement à ce qu'on va appeler le CEL, construction, équipement et logistique, des opérations d'envergure. Oui. Il y a Mahler, il y a la rénovation de Saint-Charles, qui est un très gros chantier et qui va durer un moment. Il y a la MSE, il y a Saint-Hippolyte, il y a Broca, etc. Est-ce que vous pourriez prendre un exemple parmi ceux-ci, puisque vous êtes occupé à peu près de tous ces chantiers, pour nous redonner un petit peu comment vous appréhendez la question, comment vous discernez les enjeux, à partir d'un exemple à votre choix. On va prendre la maison des sciences économiques. Et encore une fois, c'est les hasards de la vie. Je cherchais du mètre carré. J'avais un ami qui était secrétaire général de l'école des hautes études de physique-chimie. Et un soir, au cours d'une conversation, il m'explique qu'il cherche du mètre carré lui-même pour agrandir l'école des hautes études de physique-chimie. On avait donc un bâtiment rue Vauquelin qui devait faire 300 ou 400 mètres carrés. Et je préviens le président Gibouzeau en lui disant « Écoutez, il y a peut-être une opportunité. On pourrait vendre à l'école des hautes études de physique-chimie, qui dépendait de la ville de Paris, ce bâtiment et essayer de trouver un autre bâtiment. » J'en ai trouvé un. C'était antérieurement, parce qu'on était devenu un spécialiste des transformations de garages, antérieurement un garage qu'on avait transformé en local d'enseignement et on récupérait donc en échange avec la ville de Paris plus des crédits que le président Gibouzeau avait réussi à obtenir. Donc le bâtiment, et en gros on était passé de 500 mètres carrés sur la rue Vauquelin à quasiment 3000 mètres carrés ou 3500 mètres carrés sur la MSE. En sus de cette affaire, je dirais, on a eu la chance à un moment ou à un autre, c'était sous l'égide du président Hénin, d'avoir des mètres carrés qui se libéraient rue du Banquier et dont les bâtiments étaient attenants à la MSE. Je me suis donc précipité à la sécurité sociale pour leur demander s'ils ne voyaient pas un inconvénient à nous céder les bâtiments. Ça s'est réalisé. On a acheté ce bâtiment pour rien, honnêtement. C'était à l'époque, je crois, 3 millions de francs, d'anciens francs. Et on a complètement transformé ça. Et ce qui était intéressant dans cette affaire, c'était pas tellement d'avoir les quelques mètres carrés des petits bâtiments qu'on a transformés, rénovés, mais c'était qu'il y avait le coefficient d'occupation des sols qui permettait de démultiplier les mètres carrés en construisant. Chose qui n'a pas été encore exploitée, et je ne sais pas si le coefficient d'occupation des sols est toujours le même, mais je dirais qu'à l'époque, l'acquisition de ce bâtiment à côté de la MSE et accolé à la MSE devrait permettre à terme, si on a quelques crédits,
de monter 3000 mètres carrés qui viendraient doubler la surface de la MSE. Voilà. Quels sont les rapports entre un administrateur universitaire tel que vous êtes à ce moment-là et, je dirais, les hommes de l'art, l'architecte, les constructeurs, pour faire valoir les exigences d'une université en matière d'immobilier? En matière immobilière, je vais peut-être vous choquer, mais grâce au président Gégouzeau, nous avons pu être en fait, en tant que maître d'ouvrage, patron chez nous. Le vrai problème qui se posait systématiquement antérieurement, c'était qu'il y avait ce qu'on appelait le SCARIF à l'époque, peu importe, un organe ministériel ou interministériel, peu importe, et cet organe décidait quasiment de tout. C'est-à-dire qu'on ne demandait pas ni aux enseignants, ni aux administratifs, ni ce qui convenait de faire. Quand on déléguait la maîtrise d'ouvrage à quelqu'un, on n'était plus patron chez nous. C'est un des problèmes que nous avons eu avec, mais je suis parti, sinon je vous assure que ça n'aurait pas été délégué, et je vous dirai pourquoi après. Mais lorsque l'Oursine a été acquis, la notion de délégation de maîtrise d'ouvrage, là j'avais quelques divergences avec votre secrétaire général de l'époque. Il ne fallait pas déléguer la maîtrise d'ouvrage parce qu'on n'était plus patron chez nous. Et quand on n'est plus patron chez soi, si on ne fait pas preuve d'imagination ou d'un peu de volonté, eh ben, on subit en fait ce que décide un architecte ou ce que décide une administration centrale. Les porifs à l'époque. Voilà. Donc, tout céder à des gens qui nous prennent un pourcentage globalement sur une opération où vous n'avez pas ce que vous voulez, c'est quand même un peu scandaleux. Voilà. En deux mots, j'avais fait quelques études parce que j'avais prévenu donc le président Colliard que le bâtiment allait être disponible. Mais encore une fois, c'était une question de relation personnelle. Je connaissais des gens à la Défense, je savais que le bâtiment allait se libérer. Le président Colliard, qui était, je dirais, en matière immobilière, quelqu'un de particulièrement futé, a dit on ne peut pas y aller tout seul, il faut absolument y aller avec quelqu'un d'autre et on va mettre le Crous là-dedans puisque nous manquons de locaux étudiants. J'ai trouvé l'idée excellente, et donc le Crous a une partie des bâtiments et nous une autre partie. Mais je dirais que ce bâtiment était un bâtiment assez remarquable puisque les militaires, d'une manière générale, construisent plutôt bien. Ce n'est pas forcément esthétique, mais c'est bien fait et ça permet des transformations sans aucun problème. Mais pour vous dire, on a rasé complètement des plateaux, alors que vous aviez des bureaux, juste pour vous concrétiser les choses, de 20 mètres carrés. Entre deux bureaux de 20 mètres carrés, il suffisait d'enlever une cloison. Il y avait deux entrées. Ça permettait de faire une salle de 40 mètres carrés et ça coûtait quasiment rien. Et on nous a dit que non, il fallait tout raser tout simplement parce que les couloirs faisaient 1,10 m au lieu d'1,40 m, je crois. C'était la norme, en fait, à l'époque. Et donc... je trouvais ça stupide parce qu'il suffisait de rajouter un escalier et on n'avait pas besoin de tout casser. Et ça, si vous voulez, chaque fois qu'il y a eu des délégations de maîtrise d'ouvrage, ça a été la même chose, même en hurlant et en disant « nous souhaitons ça », on n'avait jamais une satisfaction totale sur les bâtiments. Mais comme on manquait de mètres carrés, c'est... Alors, ce qui m'amène à une autre question qui est souvent posée et qui le sera encore, sur les capacités internes d'une université par rapport à l'appel à l'extérieur. Vous êtes donc à la tête d'une administration qui est nombreuse, avec des corps de métier assez divers. Comment vous concevez le travail des collègues qui font partie à l'intérieur de chacune de ces spécialités du CEL, et comment vous voyez leur intégration dans le projet immobilier de Paris 1 ? D'abord, globalement, on ne fonctionne bien qu'en équipe. Tout le reste n'est que littérature. Et on ne fonctionne bien qu'avec un capital confiance important. Si vous n'avez pas la confiance de vos collègues ou inversement, s'ils n'ont pas confiance en vous, c'est une catastrophe. Donc, d'une manière générale, j'ai toujours fonctionné avec une notion d'objectif. L'objectif, c'était gagner du mètre carré, en matière, je dirais, patrimoniale. Le deuxième objectif, c'était
d'essayer de rendre nos locaux le plus attrayants possible. Je vous en parlerai peut-être tout à l'heure. Et de faire en sorte qu'ils soient conformes aux normes qui évoluaient sans arrêt en matière de sécurité ou en matière d'adaptation des locaux pour les handicapés physiques. Donc tout cela, si vous voulez, allait de pair avec une certaine maintenance. Et pour ce faire, donc c'est ce qui m'a passionné, parce que j'ai eu un métier passionnant. Je recensais les besoins. C'est ce qui fait que je suis resté à l'université. Je recensais les besoins. Je travaillais en liaison directe avec les directeurs du FR en allant les voir, en leur demandant qu'est-ce que vous souhaitez, quels sont vos projets. Bon, à partir de là, j'essayais de faire preuve d'imagination et on essayait de concrétiser tout ça. Une fois qu'on J'ai quelques souvenirs. Une fois qu'on avait recensé ces besoins, on faisait en sorte de les, je dirais, de les budgétiser, présenter un budget. Le budget voté par le conseil d'administration, on appliquait le budget et on rendait compte en fin d'année au conseil d'administration de ce qui s'était passé. Donc, si vous voulez, j'ai adoré ce travail parce que c'est un travail à la fois de conception et de réalisation. Donc ça, j'avoue que ça a vraiment été un des aspects passionnants de mon métier. Et en plus, je dirais que, puisqu'on en revient au rapport avec mes collègues, on n'avait pas toutes les compétences, c'est évident. En matière de construction, vous ne pouvez pas construire sans un architecte parce que c'est lui qui est censé déposer un permis de construire, etc. Bien qu'on puisse s'en passer de temps en temps. Il ne faut pas croire que... je vais vous raconter une anecdote à ce propos-là. Ça va vous intéresser. Lorsque l'on a, rien que pour montrer à quel point les architectes, il fallait les maîtriser, parce que sinon, ils faisaient n'importe quoi. Alors, je tairai le nom des collègues qui étaient à l'époque à l'origine du choix du centre René Cassin, de la structure du centre René Cassin. Et je vous avoue que quand je suis allé les voir ensuite en leur disant qu'ils avaient fait des bêtises en faisant le choix de cet architecte avec le projet qui était énoncé, ils ne m'ont pas cru. Bon, peu importe, René Cassin s'est construit et il y avait deux projets. Deux projets qui, pour le premier, étaient un projet où il y avait deux tours qui représentaient deux amphithéâtres, à droite et à gauche, et des plateaux entre les deux tours permettant de restructurer éventuellement les plateaux à 2,20 m de hauteur. Bien. Là, on a fait ce qu'on appelle un geste architectural. L'architecte qui était là savait s'exprimer. Il a réussi à, je dirais, faire en sorte que l'on adhère à son projet. C'était tellement bien. Le projet a consisté, vous connaissez donc le centre René Cassin, à avoir deux amphithéâtres l'un sur l'autre, au milieu une surface qui de toute façon ne pouvait pas se cloisonner ou se recloisonner, ce qui est fondamental dans une université, parce que si on n'a pas la capacité de modifier des structures, souvent on perd du mètre carré et on perd des heures d'enseignement. Excusez-moi, derrière tout ça, c'est toujours le même objectif qui est là. Et donc, ces deux amphithéâtres, en fait, pour les gens qui sont myopes, comme vous, comme moi probablement, quand vous vous mettiez au fond de l'amphithéâtre, vous ne voyez plus rien. L'enseignant qui se trouvait à 35 mètres de vous était obligé d'avoir un micro pour pouvoir s'exprimer, alors que quand vous prenez l'amphithéâtre traditionnel, mais ça remonte à la plus haute antiquité, vous avez l'enseignant, pour moi, une des réussites en matière d'amphithéâtre. Vous prenez la Sorbonne, prenez l'amphithéâtre Richelieu, bon, il suffisait de mettre des tables dessus, mais un enseignant, même s'il n'a pas un micro et qu'il a une voix suffisante, il voit la tête de son étudiant et en même temps, l'étudiant l'entend, quel que soit le cas, même s'il n'y a pas de nécessité technique pour faire en sorte que on puisse le voir ou l'entendre, l'enseignant. Donc, j'ai dit aux gens, mais c'est une absurdité. Vous avez fait un choix qui n'est ni un choix, je dirais, pensé sur le plan rationnel, parce que on ne peut pas modifier la structure qui a été faite. Et deuxièmement, c'est le choix qui va engendrer en matière de maintenance des catastrophes, parce qu'il faudra toujours avoir un appareil qui tombe en panne, qu'on ne voit pas, et tout à l'avenant.
Donc ça fait partie des choses qui, je dirais, ne sont pas, comment dire, il faudrait que quand on raisonne d'une manière ou d'une autre pour faire une structure quelle qu'elle soit, pour les enseignants, pour les chercheurs, pour les étudiants, on devrait partir d'eux et pas d'une volonté, je dirais, de structurer des espaces pour que ce soit très beau. Ça, on peut le faire quand les bâtiments n'ont pas besoin d'être particulièrement pratiques, ça ne me gêne pas, mais quand des bâtiments doivent être pratiques de façon à évoluer avec les évolutions, quelles qu'elles soient, législatives ou des besoins pédagogiques ou des besoins de recherche, il est absurde de vouloir raisonner en termes essentiellement esthétiques. Alors ce point de vue du lien entre la construction et, je dirais, la vocation propre de l'université, qui est l'enseignement et la formation, m'amène à évoquer deux types de bâtiments qui sont évidemment centraux pour Paris 1. Les bâtiments anciens dont vous héritez et dont on ne peut pas faire n'importe quoi, au premier chef évidemment les deux sites du Panthéon et de la Sorbonne, et d'autre part l'autre bâtiment neuf qui est emblématique de l'université, ô combien pour le meilleur et pour le pire, c'est-à-dire le Centre Pierre Mendès France, Tolbiac. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces deux cas de figure extrêmement différents? Bien sûr. Un bâtiment ancien qui oblige et contraint en quelque sorte par son ancienneté même, et ce nouveau bâtiment de 1973 que vous n'avez pas vu construire, vous n'étiez pas encore à Paris 1, mais dont vous héritez en quelque sorte quelques années après. Alors à l'origine, ce bâtiment n'était pas fait fondamentalement, je crois, pour l'enseignement. Il était surtout fait pour la recherche. Et donc, Parra, qui était l'architecte avec qui j'ai longuement discuté, puisque nous avons transformé le bâtiment avec, je dirais, Pierre-Yves Gégouzot, qui a gagné des mètres carrés en faisant en sorte que les tours... Et qui s'est exprimé encore pour le 40e anniversaire. Voilà. Donc, on a gagné du mètre carré sur les tours, on a dégagé un peu les espaces. L'avantage de ce bâtiment, si vous voulez, c'est qu'il est facilement modulable. Alors, il y a eu un problème sur ce bâtiment, et d'ailleurs, je dirais que c'est tout à l'honneur de Paris 1, le bâtiment a été amianté, il était amianté. On l'a désamianté sans que ça fasse un seul bruit à travers Paris. C'est extraordinaire si on compare à d'autres sites. Absolument. Donc, le désamiantage de ce bâtiment s'est opéré tranquillement, en site occupé, et sans qu'il y ait le moindre éclat dans la presse d'une manière ou d'une autre. Donc, je considère que ça a été un exploit. Je le pense aussi. Donc, au-delà de ça, donc, ce bâtiment qui était fait pour la recherche a été donc dévolu à l'enseignement. Et là, ça a été effectivement problématique, parce que quand on discutait avec M. Parra, il me disait « mais on ne m'avait pas demandé ça, le projet n'était pas celui qui a été fait. » Mais il était quand même adapté, je dirais fondamentalement à l'enseignement, puisqu'il y avait des amphithéâtres et il y avait des salles qui étaient modulables. Donc, je trouve, si vous voulez, que ce bâtiment était parfaitement adapté, mais à un effectif qui devait être conforme à l'effectif qu'on pouvait mettre sur des plateaux. Et malheureusement, Paris 1 a été contraint, et c'est systématiquement ce que je vous disais tout à l'heure, le sureffectif, quand je pense qu'à la période de Jacques Sopelsa, par exemple, où on augmentait quasiment de 1000 étudiants tous les ans par an, il fallait trouver au moins 7 salles par an. Donc 7 salles par an, ça représentait, 742, à peu près 400-500 mètres carrés à trouver d'une manière ou d'une autre. Comment on les a trouvés ? Vous prenez la Sorbonne, j'ai supprimé les ateliers en sous-sol de la Sorbonne, j'ai fait mettre des salles à la place des ateliers, et tout à l'avenant, enfin, si vous voulez, on a fait du gagne petit avec les moyens dont on disposait, parce que c'était des périodes, je dirais, de vaches maigres, très honnêtement. Avant les contrats de plan, Paris 1 a terriblement souffert
sur le plan financier. Hein. Et si on passe sur le plan logistique, par exemple, quand je suis arrivé, on expédiait des lettres d'un service de la Sorbonne à un service du Panthéon. On expédiait des lettres de Tolbiac et on passait par la poste. Alors, il a fallu, pour économiser au moins les frais de timbre, organiser une navette, etc. Bon, il a fallu faire preuve d'imagination pendant toute une période pour essayer de faire en sorte qu'on fasse quelques économies. Bon, mais laissons cet aspect qui est logistique. Et donc, parlez-nous un peu de l'autre aspect, c'est-à-dire comment on opère avec des sites historiques qui ne sont pas complètement dans la dépendance de Paris 1 en plus. Alors, je vais vous dire, on opérait très souvent. Le professeur Caspi, qui est un de mes amis, oui, lorsqu'il est venu me voir un beau jour, m'expliquait que, alors il était dans une salle qui était comme celle-ci, enfin je ne sais pas si vous connaissez son centre de recherche, il vient me voir un beau jour et puis il me dit vous n'avez pas de mètre carré? Je lui dis non, j'en ai pas, mais on peut peut-être essayer de régler le problème en créant des mezzanines. Le rectorat fermait les yeux et puis on créait des mezzanines. En fait, c'était des trucs. Et dans des bâtiments anciens, tant qu'on respecte l'esthétique, tant que, je dirais, on ne nous impose pas des effectifs limités, on arrive quand même à les transformer, mais on ne peut pas aller au-delà des murs porteurs, quel que soit le cas. Et je crois savoir que plus on va aller de l'avant, plus ça va être compliqué sur la Sorbonne, compte tenu des normes de sécurité qui, d'année en année, nous mangent du mètre carré. Et malheureusement, ou heureusement, l'obtention du centre, notamment pour les historiens, l'obtention du centre de la Chapelle, où on a beaucoup travaillé avec Pierre-Yves Hénin, où on était parti des notions d'effectifs, on ne travaillait pas du tout en disant construisez-nous un bâtiment, on commençait par faire des plannings. Quand on avait les plannings, on essayait de voir ensuite quels étaient les bureaux nécessaires, les centres de recherche qu'on voulait mettre et les salles permettant de faire en sorte qu'il y ait au moins 15 à 20% de possibilités je dirais, de manœuvres permettant d'augmenter la capacité d'enseignement. Bon, donc c'était une méthode de travail qui était un petit peu l'inverse de ce que l'on fait quand on délègue son pouvoir à une autorité quelle qu'elle soit, peu importe, et qui fait preuve d'imagination dans son domaine, sans tenir compte de la réalité pédagogique et de recherche. Alors, lorsque la Sorbonne, si vous voulez, on s'était aperçu que, alors, au-delà du joyau de la Sorbonne, qui est la bibliothèque de la Sorbonne, parce que c'est la bibliothèque qui est importante sur le fond, le reste, on peut tout transformer en salle parce que les espaces sont suffisants, mais on savait très bien que même avec des espaces suffisants, à terme, ça ne serait pas une opportunité de conserver des espaces tels qu'ils étaient. Donc, on avait fait des calculs pour remoduler la totalité des espaces et transférer au moins les premiers cycles qui permettaient de dégorger le centre Pierre Mendès France, qui était, je dirais, surdoté en étudiants, et transférer une partie des unités qui voulaient bien partir à la Chapelle, mais on avait mis un bémol, je me souviens en réunion avec la ville, puisque on avait demandé à ce qu'il y ait le RER qui joignait, je dirais, le Panthéon, donc le centre, qu'est-ce que je raconte là, le Luxembourg à... Cité universitaire. Oui, au-delà de la cité universitaire qui allait, qui traversait... Arcueil, Bagneux, etc. Oui, c'est cette ligne-là, mais de l'autre côté, l'aéroport de Roissy, on avait demandé à ce que soit créé un arrêt entre Luxembourg, la gare du Nord et l'université pour qu'en un quart d'heure, il n'y ait pas de problème, notamment pour les étudiants qui faisaient
de l'histoire, d'aller de la Sorbonne à La Chapelle. Alors, je ne sais pas si ça s'est construit ou pas, je ne suis pas allé voir, très honnêtement, mais je crois qu'on est toujours en train de réfléchir où on finalise le projet qui date de maintenant, il y a plus de 20 ans quasiment. Non, mais il y a une station de métro qui est quand même assez commode. Je ne sais pas si, très honnêtement... Le Front populaire qui est assez accessible. En fait, fondamentalement, les seules possibilités qu'on a, objectivement, hein, en dehors de trouver des bouts, je dirais, de bâtiments à droite ou à gauche, encore une fois, avec une politique du vieux campeur, on ne peut se regrouper nulle part. Mais d'ailleurs, je me souviens de discussions que nous avions, notamment avec le Centre Aubervilliers. Et autour de la table, alors avec la personne qui se présente à la présidence à l'heure actuelle, puisqu'elle était présidente de la région, on essayait d'expliquer que ce qu'il fallait faire, c'est surtout pas un deuxième Nanterre. Parce que vouloir regrouper sur un seul site la totalité des infrastructures, à la fois de recherche et de pédagogie, plus les bibliothèques, bien entendu, je pensais que c'était une erreur. Et j'avais dit, il faut essayer de refaire un quartier latin, c'est-à-dire mettre de la vie au milieu des structures d'enseignement. Parce que, d'abord, des petits bâtiments, les gens se connaissent, sont des endroits où il y a un peu de convivialité, et en même temps, ils peuvent vivre à l'extérieur. C'est très pratique, hein, ici. Quand on a le centre, je dirais, Saint-Jacques à 1 minute à pied, la rue Valette, c'était 1 minute à pied, ça permettait de se déplacer, mais dans un univers agréable. Enfin, quoi qu'on en dise, pour moi, le nec plus ultra de l'université, c'est quand même le quartier latin qui fait en sorte qu'il y ait à la fois de la vie et en même temps, quand je dis les structures regroupées, c'est regroupé sur des bâtiments qui sont à 1 ou 2 ou 3 ou 5 minutes et ne pas prendre un moyen de transport, quel qu'il soit. Voilà. C'est ce qu'on va voir. Pour en revenir à ce que j'appelle les bâtiments, pour Pierre Mendès France, c'est un bâtiment très pratique et il sera remarquable quand on aura divisé les effectifs par 2. C'est évident. Évident. Je pense aussi. Alors, vous évoquiez des aspects politiques, et j'aimerais que nous parlions un peu politique. Alors, rassurez-vous, politique universitaire. Si mon calcul est bon, vous avez quand même travaillé avec 8 présidents et présidentes. Oui, Hélène Arveiller, Pierre Bauchet, Jacques Sopelsa. Le pauvre n'est pas resté longtemps. Hein. Pas resté longtemps, en effet. Jacques Sopelsa, Georges Haddad, Yves Gégouzot, Michel Kaplan, Pierre-Yves Hénin et Jean-Claude Colliard, avec lequel vous avez fini votre carrière. Alors, je ne vous demanderai pas de distribuer des bons ou des mauvais points à ces présidents, mais plutôt de répondre à la question suivante. Comment, lorsqu'on est en quelque sorte le ministre de l'immobilier d'une université, on travaille avec le président et ses conseils ? Je crois que c'est une question de méthodologie. On essaie d'abord de connaître les besoins universitaires. Quand on les connaît, on va voir un président, quand il arrive, c'est ce que je faisais très souvent, en lui demandant est-ce qu'il a des préoccupations particulières, puis on lui présente un tableau général des choses, et ensuite, à lui de donner l'orientation qu'il souhaite. Alors les orientations étaient malheureusement toujours les mêmes, trouver du mètre carré. Et faites en sorte que le mètre carré qui existe soit le plus agréable possible. Et je vais vous raconter aussi à titre anecdotique, du temps de Sopelsa, il n'y avait pas d'argent, mais vraiment pas d'argent. Alors il fallait faire rentrer un peu l'argent, et là j'ai inventé les week-ends cinématographiques. Alors ça consistait en quoi ? Je suis allé voir la plupart des metteurs en scène qu'il y avait sur le marché et qui étaient susceptibles d'intéresser nos étudiants. Et on a eu beaucoup de chance parce que je n'ai pas trouvé un seul metteur en scène qui n'ait pas accepté une tribune universitaire. Donc l'idée, c'était de faire venir ces metteurs en scène, je dirais de faire pendant le week-end, c'était au Centre Tolbiac à l'époque, enfin Pierre Mendès France, pardon, faire venir donc le metteur en scène et faire une rétrospective de son œuvre sur un week-end. On faisait payer, je crois, 5 francs à l'époque, donc c'est en gros 1 euro maintenant.
aux étudiants et ils assistaient pendant tout un week-end, pendant 24 heures, à une rétrospective de l'œuvre avec le metteur en scène qui était présent. Et ça, pourquoi est-ce que je l'avais fait? Parce qu'en sous-sol de Tolbiac, il y avait des centaines de bobines sur le sol, laissées comme ça, à volo. Et donc, j'ai fait ça pendant 2-3 ans. Et oui, pendant toute la période s'appelle ça, en fait. Donc, plus de 3 ans, 5 ou 6 ans plutôt. Et on a eu beaucoup de metteurs en scène exceptionnels. Et franchement, enfin, depuis Franju, en passant par... notamment, il vient de mourir, ça y est, son nom m'échappe, excusez-moi, les noms et moi, ça fait 2. Bon, le nom va me revenir. En tout cas, il y a eu quelqu'un d'exceptionnel qui était M. Tchernia, qui était d'une culture cinématographique vraiment remarquable. Et il nous a fait un week-end du cinéma comique, je vous assure, 30 ans après, c'était éblouissant. Il est venu avec des copies personnelles de Laurel et Hardy, je me souviens, et il n'y avait pas énormément de monde parce que le comique ne doit pas intéresser les gens. Et il avait dit que ce n'était pas la quantité qui comptait, mais la qualité. Et on a passé un week-end où on a appris sur le cinéma une somme considérable de renseignements. C'était Monsieur Cinéma. Oui, non, mais c'était vraiment Monsieur Cinéma. Hein. Enfin, bon, cela étant, lorsque, je dirais, on avait suffisamment d'argent, ça a permis d'acheter des matériels permettant de stocker les bobines et faire des murs pour protéger ces bobines. Voilà. Ça a été une période où il fallait inventer constamment des systèmes pour avoir 3 sous. Et vraiment, ça a été une période, sur le plan, je dirais, budgétaire, difficile pour l'université. Ça, on a commencé à respirer à l'université au moment des contrats de plan. Des contrats, c'est Tant qu'il n'y a pas eu les contrats de plan, c'était difficile. Les contrats de plan, pour nous, ça a été très facile parce qu'on était, a priori, compte tenu du manque de moyens, très prospectif et on inventait ce que l'on aurait voulu comme étant l'université idéale. Et donc, on était plein de projets. On sortait des projets des tiroirs et on les amenait en administration centrale. Et ça a honnêtement plutôt pas mal marché. Tant qu'il y a eu ces contrats de plan, on a eu quelques moyens qu'on n'avait pas avant. Alors, on avait l'impression d'être riche, mais en réalité, on ne faisait que rattraper. Et encore, je ne crois pas qu'on ait réussi même maintenant à rattraper je dirais, ce manque de mètres carrés. La dernière opération immobilière d'importance qui est accomplie Paris en termes d'achat, c'est Broca. Oui, alors, comment vous souvenez-vous de cette affaire que Jean-Claude Colliard avait voulu mener à son terme et qui est le dernier achat de Paris? Oui, mais je regrette qu'on n'en ait pas fait d'autres, mais je vous expliquerai peut-être pourquoi après. Simplement, j'avais dans la tête, enfin j'ai toujours eu dans la tête, que l'université devait avoir en bien propre un certain nombre de mètres carrés. Ne serait-ce que pour les louer au cas où. Mais il fallait plus de mètres carrés. Mais l'avantage de louer, ça permettait éventuellement de remplir les caisses d'une autre manière. Mais, et lorsque Broca, où nous avions investi beaucoup d'argent, où on avait négocié notamment avec la ville et avec quelqu'un qui nous a beaucoup aidé, il faut le reconnaître, qui a été le maire pendant des années de notre arrondissement, on avait investi tellement qu'à un moment, on s'est dit lâcher un bâtiment aussi proche de l'université que celui-là et au coût où on nous le vendait. Je vous avoue que j'ai plutôt joué le jeu de dire il y a peu d'endroits où on peut avoir 2000 mètres carrés ou 3000 mètres carrés tout près de nos entités. Il faut y aller. Et incontestablement, Colliard y est allé. Enfin, alors, on nous a accusés d'avoir ruiné l'université. Enfin, c'était n'importe quoi. Mais peu importe, maintenant, ça existe et c'est un bâtiment qui peut être exploité
tout à fait plutôt correctement, parce qu'il y a de l'espace, il y a de l'aération, il n'y a pas trop de vis-à-vis. Bon, je ne vais pas m'appesantir sur les avantages. Mais par exemple, en matière de négociation, si vous voulez, souvent, c'était une question de relations personnelles. Voyez, je vous ai parlé de Vauquelin. Je me suis lié d'amitié, pendant qu'ils étaient encore là, avec Charpak à l'époque et avec Gilles de Gênes. C'est grâce à eux qu'on a pu obtenir de la ville les échanges, que la ville nous avait donné, je crois, 5 millions ou quelque chose comme ça, et qu'on a pu acheter l'autre bâtiment. Et j'essayais aussi, mais j'ai toujours considéré que c'était absolument nécessaire, de faire un maximum de publicité pour l'université. Alors je m'y prenais de la manière suivante. J'ai inventé, on a été les premiers d'ailleurs, hein. On est souvent les premiers, pour reprendre ce qu'on disait hier, mais à inventer les expositions à l'étage. Ces fameuses expositions, pourquoi est-ce que je les faisais? D'abord, c'était agréable, ça décorait des murs, bon, c'était une chose. Au-delà de la décoration, ça faisait plaisir à un artiste qui venait, qui exposait gratuitement, et il n'y avait pas du tout d'affaires d'argent, mais ça permettait régulièrement d'inviter le maire de Paris, le recteur, les autorités d'administration centrale. Alors, c'était un petit travail, si j'ose dire, que je faisais très volontiers, ce qui fait qu'on réussissait, hors d'un contexte, je dirais, administratif, bureaucratique, etc., de parler avec ces personnes-là, de leur montrer ce qui se réalisait, et elles touchaient du doigt systématiquement les crédits qu'elles nous donnaient. Chaque fois qu'il y avait quelque chose, on avait demandé par exemple des crédits pour refaire les sous-sols du Panthéon. D'ailleurs, si vous allez dans les sous-sols du Panthéon, vous avez toute une série de tableaux, de toiles qu'on nous donnait, et j'aurais voulu, mais enfin, je pense que ma collègue fera ça avant de partir, quand il y aura suffisamment de toiles, décorer toutes les salles avec des toiles. C'est une manière de constituer un patrimoine tout en permettant à des gens de se sensibiliser à l'art. Alors on n'aime pas, mais peu importe. C'est toujours mieux d'avoir un tableau que de ne pas en avoir, à mon avis. Voilà. Alors ce qui m'amène à une autre question qui est plus structurelle. Dans celle, donc, il y a construction, équipement, qui sont quand même deux domaines assez proches, et puis il y a logistique. Oui. Comment vous voyez ce lien, d'autant plus que, à votre départ, après votre retraite, vont être constituées deux directions, la direction du patrimoine immobilier et la direction de la logistique. Alors, je vais vous dire, je crois que j'ai eu, à titre personnel, une action qui était un peu particulière. Moi, je suis resté à l'université parce que je voyais ce que je faisais. Je n'ai pas trouvé un président qui m'ait dit « non, ne faites pas ». Bon. L'important, c'était de réussir. Quand quelque chose démarrait, il fallait la mener à bout. Et sur le fond, j'étais, entre guillemets, plus politique que technicien, si j'ose dire. En fait, être technicien, c'est pas très compliqué, hein. Vous savez, j'étais pas un spécialiste de la construction, mais il y avait des bureaux d'études pour ça. On prenait un bureau d'études, on faisait travailler là-dessus, il nous donnait ses résultats, et on faisait ou on faisait pas. On faisait soit avec nos moyens, les moyens de l'atelier, soit avec les projets qu'on soumettait, puisqu'il y avait une commission en début d'année avec le président, l'agent comptable, le secrétaire général, je ne sais plus trop qui, et moi-même, autour de la table, on décidait d'un programme annuel. Lorsque le programme était figé, il était présenté au conseil, et c'était voté, et on accomplissait le programme qui avait été arrêté. Donc, si vous voulez, cette méthode de travail, je dirais, moi, je ne m'embarrassais pas de savoir, alors bien entendu, j'ai eu quelques compétences en matière de bâtiment, parce qu'on finit par les avoir malgré soi, mais quand je ne savais pas quelque chose et qu'on était en maîtrise d'œuvre directe, on s'entourait des gens compétents sous forme de mission, puis on s'arrêtait là. Alors l'avantage qu'il y avait, je dirais, à travailler entre la logistique, pas les constructions, mais je dirais la maintenance, etc., c'était important. Quand vous avez une salle que vous devez repeindre, si vous avez des appariteurs
qui se sentent bien et qui sont, je dirais, bien dans leur peau, eh ben, ils déménagent. Quand c'est le même service, donc les uns et les autres sont solidaires les uns des autres. Lorsque vous n'avez pas ça, ça pose des problèmes. Il y a toujours Dupont qui explique qu'il ne peut pas faire ça, Duval qui vous explique qu'il aurait dû le faire, et tout à l'avenant, donc on perd un temps infini. Donc l'important, c'était de faire en sorte que la logistique soit vraiment le fer de lance, si j'ose dire, du corps enseignant aussi, parce que je n'ai jamais réussi à faire totalement ce que je voulais faire, c'est-à-dire des gens qui soient capables de faire du renseignement, qui soient capables de connaître pédagogiquement la manière dont se déroulaient les enseignements, pourquoi ils se déroulaient, où ils se déroulaient, enfin, et tout à l'avenant, si vous voulez. Bon, maintenant, je crois qu'ils se mettent un petit peu à l'informatique. Je ne sais pas où en est Monique Lière dans ce travail de fond, parce qu'il faut qu'il le fasse, il faut que tout le monde évolue. Et donc, l'idée qui a toujours présidé, si vous voulez, à mon mode de fonctionnement, d'abord, c'était de dire tout à tout le monde. Il n'y avait pas de secret. Et on savait pourquoi on faisait les choses et quel était le but. Donc, à partir de là, si vous voulez, les gens adhéraient au projet. Ils savaient qu'ils étaient des maillons utiles dans la chaîne de réalisation du dit projet. Ça, j'ai toujours considéré que c'était fondamental. Parce que s'il y avait un maillon qui était un peu défaillant, les autres le regardaient en expliquant que... Et les gens étaient fiers de ce qu'ils faisaient. C'est important. Bien sûr. Lorsque je suis parti, je pensais que Monique Lière reprendrait légitimement ma place. Elle avait été formée à la logistique, à tout ce qu'on veut. Alors, dans la logistique, bien entendu, il y a les reprographies. C'était un moyen pour les enseignements, d'avoir des enseignants, d'avoir des documents pédagogiques, etc. Et j'ai connu le temps où il y avait de l'offset. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce temps extraordinaire, où il y avait des gens qui étaient vraiment très, très compétents, des imprimeurs. Hein. Bon, ce temps a bien évolué maintenant, bon, c'est mécanisé. Mais tout ça, toute la logistique n'a qu'un seul but, c'est assister les enseignants. Et il faut les former à ça, et souvent ils ne sont pas formés à ça. Et ça, très honnêtement, je n'ai pas eu le temps de faire ça. En revanche, j'ai eu le temps quand même de les faire travailler en symbiose avec les ateliers. Ils étaient fiers de ça, donc, et puis c'était une période où on pouvait organiser des pots annuels, où on pouvait réceptionner des chantiers, tout le monde venait à la réception de chantier. Donc ça les valorisait. C'est une façon de les remercier les uns les autres. Et ça, tant que j'étais là, ça a bien fonctionné, hein, très honnêtement. Hein. Après, c'est devenu un petit peu plus délicat parce qu'on a absolument voulu casser cette structure. Bon, c'était peut-être dû à ma personne, la structure, certainement, mais vouloir dire, maintenant, il y a des gens qui ne font que du technique d'un côté, que de la logistique de l'autre, etc., sans avoir d'objectif commun, je peux vous dire que ça ne facilite pas la gestion. Hein, parce que quand l'enseignement a besoin de quelque chose, il faut y répondre, que ce soit sur le plan de la maintenance, sur le plan de la... Il faut que tout le monde soit présent. S'il n'y a pas cette solidarité, alors on entre dans le cinéma, c'est pas à moi de faire, c'est aux voisins de faire. Je ne vais pas vous développer ce genre de choses. Et il n'y a rien de pire que les gens qui font éclater des structures qui fonctionnent. Voilà. Et je pense qu'il y a une erreur de fait, là. Mais l'erreur, elle a peut-être été faite du fait de ma personnalité. Enfin, je veux dire qu'il y a une personnalité à un moment donné, et c'est vrai que mon successeur sur le plan technique, c'est un ingénieur, un bon ingénieur, il n'y a rien à reprocher. Mais il n'est qu'ingénieur. Il attend qu'on lui dise ce qu'il doit faire. Il n'essaie pas d'aller vers les gens pour savoir ce qu'il devrait faire ou concevoir pour réaliser. Ça, c'est une démarche, si vous voulez, que tout le monde n'a pas. Il faut être très clair. Hein. Plus on hiérarchise les choses, plus ça devient compliqué. Hein. Ce qui est indispensable, c'est... Bon, je ne crois qu'aux relations humaines. Je vais vous dire, hein, maintenant, encore une fois, quand je dis que je suis un brontosaure ou un dinosaure, me mettre derrière un écran et ne fonctionner que derrière un écran, les gens à un bureau... Non, mais là, je vois ce qui se passe dans mon bureau, mais alors maintenant, ils sont complètement séparés, puisque d'après ce que j'ai compris, les uns sont à droite, les autres sont à gauche, mais d'un bureau à un autre, ils s'écrivaient des mails. Il suffisait de pousser la porte et de se parler.
encore une fois, je suis complètement dépassé par ce type de système. Non, je crois qu'il va falloir mettre un terme à cet entretien, mais je voudrais quand même vous poser une dernière question. Donc, vous quittez l'université en 2012, si je me souviens bien. Oui. Quelle est l'image que vous concevez à la fois de votre propre parcours au sein de cette université, car je suppose qu'entre le jeune homme qui arrive et la personne beaucoup plus mûre qui part, il se passe des choses, et comment vous concevez l'évolution de l'institution elle-même, c'est-à-dire à la fois sur un plan personnel et sur un plan institutionnel. En ce qui concerne mon parcours, je vais vous dire, je suis arrivé et je suis resté à l'université parce que j'ai eu un travail passionnant. Mais il a été passionnant parce que je l'ai rendu passionnant aussi. Je n'ai pas attendu qu'on me dise qu'il fallait forcément faire. Et donc j'ai été totalement passionné pendant toute ma période et je n'ai jamais regretté un seul instant le fait d'avoir travaillé à l'université. Toujours très agréable de travailler avec des gens intelligents, toujours très agréable de travailler avec des gens constructifs, c'est tout bon. Honnêtement, alors en plus, j'ai des enfants. Jamais eu de moment difficile. Enfin, qu'est-ce qu'on appelle un moment difficile? Quand vous réussissez à concrétiser ce que vous souhaitez, ça n'est que facile. Enfin, ou les moments difficiles, on les oublie. C'est pas. Pardon, mais je vous ai interrompu alors que vous alliez parler de vos enfants. J'avais des censeurs à la maison. Hein, mes enfants ont fait leurs études à l'université. Je peux vous dire que le soir, il y avait des débats. Animés. Voilà. Et au moins, j'entendais le côté étudiant, les revendications qu'ils avaient réellement. Et c'était important, en fait. Donc, je dirais que globalement, mon parcours a été un parcours enthousiaste. Toujours, quel que soit le cas. Pour le regard jeté sur l'institution, alors le regard jeté, je crois que c'est une institution qui est peut-être trop grosse. Je pense que il y a combien, 43 000, 45 000 étudiants 43 000. 43, qui sont sur des univers éclatés. Il faudrait peut-être qu'on réduise un peu ça, qu'on resolidarise les gens, parce que je m'aperçois qu'il y a tellement de clans, de sous-clans, de gens qui ne fonctionnent que dans leur bulle, et ce manque d'échange est peut-être un peu préjudiciable, si vous voulez, à l'institution. Pour le reste, je n'imagine pas, je n'ai pas suffisamment d'imagination, je le reconnais, hein, comment faire pour resolidariser tout le monde, faire en sorte que les gens échangent un peu plus qu'ils ne le font, et l'avenir de l'institution, de toute façon, elle survivra. Hein. L'université à Milan, les 1000 prochaines années, de toute façon, ça ne peut être que du bonheur quand on donne du savoir. Alors, franchement, tout ce que je peux vous dire, c'est que, encore une fois, j'ai dételé depuis près de 10 ans, j'ai plus tout à fait le sens de ce qui convient de faire ou de ne pas faire. En tout cas, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est oublier nos étudiants. Ça, on les oublie trop souvent. Trop souvent. Voilà, pour résumer ma pensée. Merci Marc Vettreno. Je vous en prie.